Il est 16h30, bienvenue sur Sport Mag TV en direct depuis le siège bien sûr du CNOSF à Paris où on se retrouve tous les jours dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. L'idée c'est d'échanger bien sûr avec des acteurs associatifs, politiques, sportifs autour des grands thèmes de cette SOP 2021 et plus largement pour se projeter vers les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Un événement, j'imagine, que vous attendez, qu'on attend tous, bien sûr, dans les temps maussades que nous traversons. Le sommaire de cette deuxième émission, on était en direct hier, on reste en direct bien évidemment aujourd'hui, avec une SOP 2021 qui pose forcément des questions sur la relation entre l'éducation nationale et les associations sportives. Face au Covid-19, et on se posera une autre question, celle de l'impact vis-à-vis des Jeux Olympiques justement de Paris 2024. On se demandera où est-ce qu'on en est dans les préparatifs de ce grand événement. Et puis on évoquera la visite d'un site olympique, ça a eu lieu ce matin, du côté du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, on va commencer tout de suite avec une grande tablée de sportifs. Il y a eu bien sûr le passé, excusez-moi monsieur le ministre d'en parler ainsi, monsieur Jean-François Lamour qui est avec nous, mais qui est quand même double champion olympique, multiples médailles olympiques bien évidemment en escrime. Bonjour Jean-François Lamour. Bonjour. On a également... Merci de cet accueil. Oui, je suis désolé. C'est vrai qu'avec le passé... le passé, je parlais bien sûr de sportifs de très haut niveau. On y arrive tous. Bien évidemment, malheureusement, ça nous a... Voilà. Sauf moi, je vous avoue que j'ai aucun passé de sportif de haut niveau. Alexandra Recchia également avec nous, karatéka, 5 fois championne du monde, 2 fois championne d'Europe, avocate en droit du travail. Merci beaucoup Alexandra d'être avec nous. Avec plaisir, bonjour à tous. Et puis l'avenir. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Paul-Antoine de Belleval, bien sûr, le surdoué de l'escrime français, m'a-t-on dit, actuellement en recherche de mécènes et sponsors. Je le place parce que ça peut être un moment justement important pour vous. Pensionnaire, bien sûr, du CREPS, et puis je crois qu'il fait des études d'ingénieur, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Voilà, merci de votre accueil. La première question que j'ai envie de vous poser, Paul-Antoine, qu'est-ce que ça fait d'être à côté de Jean-François Lamour? C'est un honneur d'être sur cette table avec des sportifs de ce niveau-là. Voilà, je suis très content d'être ici. Et voilà. Jean-François, si vous aviez un conseil à donner justement à Paul-Antoine, je sais que sur la carrière, vous avez une carrière quand même plus qu'exemplaire, hein, on va pas mâcher nos mots. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner? Quels sont vos souvenirs déjà, vous, quand vous aviez 18 ans? C'était quoi la vie d'un sportif de haut niveau? Elle n'était pas brillante, ma carrière à cette époque-là, parce que le sabre était une arme qui était peu pratiquée en France, contrairement Paul-Antoine, où le fleuret était parmi les meilleurs au monde, ainsi que l'épée. Donc j'étais vraiment, pour moi, une période où je m'interrogeais beaucoup sur la suite de ma carrière. Il s'est trouvé qu'on a reçu un entraîneur hongrois quelques années plus tard, donc vers 21-22 ans, et là ça nous a vraiment déclenché une forme d'entraînement qui m'a permis de rattraper le retard. Et un conseil, si je peux en donner un, c'est l'escrime est un sport à maturité très très lente. On est plutôt au sommet aux alentours de 25-26 ans. Donc ça nécessite aussi de la part d'un escrimeur de bien gérer sa double carrière sportive et professionnelle en matière de formation. Il faut des aménagements, il faut aussi des partenaires. J'entendais que tu cherchais des partenaires. Voilà, c'est une des spécificités de l'escrime. Mais bon, d'un autre côté, c'est tellement beau de participer aux Jeux, aux championnats du monde, en particulier quand les Jeux ont lieu à Paris. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'y participer. Dans maintenant 3 ans. Hein. Ça vient vite. Ça vient vite, c'est tellement beau, c'est ce qui m'a construit. Hein. Moi, ce ne sont pas trop les études, c'est plutôt cette carrière sportive assez longue. Justement, racontez-nous, et je reste concentré sur vous parce qu'on posera bien sûr la question à Alexandra et Paul-Antoine juste après. À cette époque, vous aviez 18 ans, vous avez eu cette carrière, vous l'avez dit, dans un sport à maturité tardive, une carrière exemplaire, historique même, on va dire, pour cette discipline. Il y a eu cette reconversion, on le sait, notamment dans la politique, avec tous les succès qu'on vous connaît. Comment vous avez pu mener de front justement cette période entre l'école et cette carrière de sportif de niveau? Ma reconversion initiale n'était pas dans la politique. Je suis basculé en politique grâce à un kiné, homme, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'était Jacques Chirac à la fin de ma carrière, mais j'étais kiné de formation. Et j'étais diplômé et j'ai d'ailleurs travaillé à mi-temps de 85 à 92. Et c'est après, effectivement, à la fin de ma carrière que j'ai basculé dans la politique. Mais avant de faire kiné, j'avais fait une licence de chimie sans aucune aide. Je dis bien sans aucune aide. Aucun horaire aménagé. J'avais un prof qui était à l'époque patron du sport universitaire qui m'avait un peu aidé en chimie, mais sinon, rien, aucune recherche d'emploi.
Nous n'étions absolument pas aidés. Absolument Même dans pas. votre emploi du temps, pas d'aménagement par exemple? Rien du tout. Bon, mais ça forme la jeunesse, comme on dit. Hein, voilà, ça apprend à s'organiser, ça apprend aussi à être un peu têtu, à être volontaire. J'étais aidé heureusement par mes parents. Hein. Je travaillais un jour par semaine pour me faire un peu d'argent de poche. Voilà, donc je ne me plains pas parce que ça a bien marché, mais c'était extrêmement difficile. Ça va mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais maintenant il y a des contrats d'insertion professionnelle, il y a des aides qui viennent un peu plus de l'État. J'ai été aidé quand même par l'État à un moment donné, surtout quand j'ai été champion olympique. Donc beaucoup de travail a été fait dans ce domaine, mais il y a évidemment, en particulier parce qu'on va accueillir les Jeux, je pense encore beaucoup d'efforts à faire pour accompagner des jeunes générations. Justement, je vais me retourner vers vous, Alexandra. On sait que, je le disais tout à l'heure, avocate en droit du travail, une carrière exceptionnelle, bien sûr, du côté du karaté. Comment ça s'est passé? On va beaucoup parler dans la deuxième partie de l'émission du lien justement entre l'école et le sport, mais on ne parle pas, je pense, assez encore pour le moment du quotidien d'un sportif de haut niveau. Comment ça s'est passé pour vous, justement, de mêler, on va dire, ces deux quotidiens, ces deux vies presque? Alors, à l'instar de Jean-François Lamour, je n'ai pas bénéficié de dispositions particulières parce que j'étais sportive de haut niveau, tout simplement parce que j'ai choisi de faire une fac de droit et qu'en fac, c'est un peu au bon vouloir du recteur. Et moi, j'ai bénéficié d'aucun aménagement jusqu'à mon Master 2. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, je n'ai bénéficié d'aucun aménagement. Donc, c'était à moi de me débrouiller. Quand je pouvais aller en cours, j'allais en cours. Quand je n'allais pas en cours, fallait que je fasse confiance à d'autres personnes et, de par leur gentillesse, de récupérer également les cours. Donc c'était vraiment de la débrouillardise sur le plan scolaire. Et humain aussi, parce que du coup, il fallait vraiment tomber sur les bonnes personnes. Et dans le cadre de mon Master 2, je suis juste tombée sur la bonne personne. J'ai fait la bonne rencontre au bon moment. C'est mon directeur de Master 2 qui m'a proposé de doubler, en fait, de faire mon Master 2 sur 2 ans au lieu de le faire sur 1 année. Mais c'était à son bon vouloir. C'était pas forcément quelque chose d'emblée ou d'acquis. Et c'était un test, parce qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et on connaît un petit peu le milieu du droit et des avocats. C'est très psychorigide. Donc vraiment, je suis tombée sur la bonne personne qui a été sensible à mon double projet et qui m'a accompagnée, et je le remercie encore aujourd'hui parce que grâce à lui, je suis avocate. Lorsque vous étiez ministre de la Jeunesse et des Sports, notamment Jean-François Lamour, on se rappelle, gouvernement Raffarin 1, Raffarin 2, sous la présidence de Jacques Chirac. C'était des... Villepin surtout. Et Villepin, pardon, excusez-moi, j'avais complètement oublié. Villepin de 2005. Est-ce que c'était un sujet, justement, on va dire, important lors de votre mandature, pardon? Mais je pense que c'est un de mes échecs en tant que ministre. J'avais eu, avant d'arriver au ministère, alors que j'étais conseiller de Chirac, l'expérience de Guy Drut qui avait mis en place un aménagement des rythmes scolaires dans le primaire. Il avait pris 100 écoles primaires un peu partout en France et il avait mis en place un dispositif, pour caricaturer un peu, discipline fondamentale le matin et l'après-midi, sport, culture, connaissance du monde. Voilà. Et ça marchait plutôt bien, alors il fallait le financer, en particulier les communes. Et Guido était resté 2 ans ministre, il y a eu ensuite Madame Buffet qui est arrivée, qui n'a pas continué dans cette voie-là. Et donc ça a été, ça s'est tari progressivement. Et il faut bien dire les choses comme elles sont. À l'époque, les relations entre l'éduc et les sports étaient quasi nulles. Quasi nulles. Voilà. Tous les deux, on en est 2 exemples. Toi, ça a l'air d'aller un peu mieux dans ton école d'ingénieur, mais il faut bien dire les choses comme elles sont. La pratique du sport à l'école était limitée à sa plus simple expression. C'était l'apprentissage du corps. Ça, il faut reconnaître que c'est plutôt bien fait à l'école, mais le rôle des associations, des clubs et de la pratique sportive comme celle qu'on pratique en club, ça a toujours été, si ce n'est rejeté par l'éducation nationale, en tout cas très peu pris en compte. J'ai entendu le ministre, Jean-Michel Blanquer, dire que ça allait changer avec des horaires aménagés, avec des classes adaptées, dans la perspective des JO. Moi j'attends maintenant, j'espère. Quand j'étais conseiller de Paris, j'avais fait un rapport sur le sujet. Je ne sais pas si ça vient, je ne me tiens pas trop au courant aujourd'hui des évolutions, mais ça me semble indispensable si on veut vraiment changer la donne, vraiment. Or, pour l'instant, il y a eu peu d'efforts de fait. Paul-Antoine, il y a un petit peu à l'image, bien sûr, de Alexandra. Tu as un parcours, on l'a dit, d'excellence dans le sport, avec, on l'espère, pourtant en tout cas un avenir doré. Et je ne fais pas du tout allusion aux échéances de 2024.
Tu as aussi un parcours scolaire absolument exceptionnel, on l'a dit, actuellement en études d'ingénieur. Qu'est-ce qu'un sport comme l'escrime? Jean-François Lamour l'a dit tout à l'heure, un sport à maturité tardive. Qu'est-ce que l'escrime t'a apporté justement dans tout le côté scolaire? Alors l'escrime, dans tout ce qui est scolaire, ça m'a apporté une rigueur. Comme le sport de haut niveau en général, ça demande une rigueur. Et pour suivre les études, surtout quand on commence à être en première terminale, et en plus vu que j'étais au CNED, du coup je travaillais à la maison, j'avais besoin de cette rigueur pour me mettre au travail et obtenir mon bac. Donc oui, l'atout du sport, c'est pour moi surtout la rigueur. C'est une vie de solitaire que vous avez menée, enfin que tu es en train de mener, pardon, excuse-moi, et que vous avez menée, Alexandra, au moment où justement il fallait faire les deux. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement, dans cette vie où on se retrouve par moments bien seul entre les entraînements et les études, on a besoin d'un entourage familial et d'amis très costauds. Et justement, dans les périodes où on est un petit peu, on voit rouge entre les échéances sportives et en même temps les partiels, c'est hyper important d'avoir des parents ou alors des amis sur qui pouvoir pleurer un petit peu, se reposer, décharger un petit peu. Donc, c'est sûr que l'effort, on le fait seul et on est conscient. Et c'est la rigueur, je suis tout à fait d'accord. Mais après, on a quand même besoin de l'entourage et il est hyper important. Paul-Antoine, est-ce que tu as l'impression d'avoir entre guillemets, une vie normale? C'est pas grave de ne pas avoir une vie normale par rapport aux autres, mais d'avoir une vie, on va dire, comme les jeunes entre guillemets de ton âge? Oui, bien sûr, j'ai une vie normale, j'ai des amis, je sors comme tout le monde. Après, j'ai quand même une vie qui diffère sur certains points. Quand mes amis ils vont faire la fête et que moi j'ai une compétition le week-end d'après, je vais dire non. Du coup, voilà, mais de manière générale, c'est la même chose. Le travail invisible. C'est une différence de génération. Même quand on avait une compète, on faisait un peu la fête quand même. Mais pour parler de normalité, on n'est pas très normaux quand même. Bien sûr. Voilà, moi, j'ai toujours été persuadé que dans cette période où on tend vers le haut niveau, on n'est pas normal. Heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'on vit une expérience tellement exceptionnelle que ce n'est pas la normalité. Bien sûr. Voilà. Après, il faut avoir, tu le disais tout à l'heure, des parents, des amis qui cadrent un peu tout ça. On peut vite partir en vrille, très très vite partir en vrille. Aller trop dans l'excès. Trop dans l'excès d'entraînement, trop dans l'excès de la fête, trop dans l'excès d'isolement. Mais en revanche, on n'est pas normaux. Je le revendique d'ailleurs, parce qu'il faut quand même expliquer aux parents... Vous ne pourriez pas réussir si vous étiez normaux, entre guillemets. Non, mais il faut expliquer aux parents que la normalité, c'est pas de consacrer autant de temps que ça à une pratique sportive, à s'organiser d'une façon différente. Heureusement que c'est pas normal. Il y en a marre de vouloir toujours avoir qu'une seule tête qui dépasse, être pareil, que tout le monde soit pareil. Non, il y a une vraie différence. Mais elle est tellement formatrice, même dans l'échec, même si on ne réussit pas totalement, on apprend à se connaître, on apprend à relever des défis, on apprend à se relever quand on a chuté, on apprend à bien connaître ses amis ou ses ennemis, voilà, c'est la vie, c'est ça la vie. Donc il y a une forme d'anormalité qu'il faut accepter et qu'il faut faire accepter à son entourage. Et à partir de là, on est capable d'aller assez loin. Il y a une question collégiale que j'ai envie de vous poser, parce que vous représentez 3 générations entre guillemets, de sportifs de très haut niveau en France. J'insiste pas, Jean-François Lamour, c'était pas pour être désagréable, je vous le promets. On va régler ça après. Non, ça sera ma dernière émission. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un fantasme en France, j'ai la sensation en tout cas, chez la jeune génération, moi à l'époque où j'étais jeune, c'était un immense fantasme. Le système universitaire américain, l'après-bac, entre guillemets, si on devait faire un comparatif avec la France, avec l'importance du sport justement dans cette formation. Est-ce que ce système américain vous a fait rêver, par exemple Alexandra, lorsque vous étiez un petit peu en difficulté, où il fallait mener de concert ces deux choses? Est-ce que Jean-François, ça a été le cas? Et est-ce que par exemple, toi Paul-Antoine, également, on va dire, tu te dis, le système américain, il a quand même beaucoup d'avantages. On va commencer par vous, bien sûr, Alexandra. Si je peux me permettre, je vais prendre la parole en première, oui. Alors, rêver, non. Parce que pourquoi rêver sur une chose qui potentiellement ne peut pas arriver? Je trouve ça pas raisonnable. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est dans une situation financière un peu précaire parce qu'on est sportif de haut niveau,
Forcément, le fait de se dire que dans d'autres pays, ils sont professionnels, ou ils sont boursiers, ils sont pris en charge, ils ont cette sécurité, cette sérénité-là, ça génère des frustrations, c'est sûr. Mais après, vivre avec des frustrations, ça sert à rien, c'est strictement inutile. Il faut faire avec les moyens du bord. Et je pense que c'est ça, en fait, la force des sportifs de haut niveau en France, c'est qu'on a une capacité d'adaptation assez phénoménale. Et que via cette capacité d'adaptation, on est capable de faire des choses juste inimaginables par rapport aux gens normaux, comme on le disait. Donc nous ne sommes pas normaux, mais ce sont à la fois nos choix et nos décisions. Et je pense que, moi en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir fait la fête. Je me rattraperai plus tard, c'est pas très grave. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de ma vie et je remercie aussi mes parents qui m'ont poussée dans ce sens-là depuis toute petite. Paul-Antoine, est-ce que tu aurais rêvé de ce système universitaire américain où les sportifs de haut niveau sont traités, on va dire, d'égal à égal avec d'autres étudiants et où surtout on aménage énormément leur emploi du temps pour pouvoir jouer dans leur sport? Je vais la rejoindre un peu sur un certain point, c'est le côté financier. En compétition, je rencontre des tireurs américains et ils nous disent qu'on ne vit pas la même vie. Ici en France, c'est compliqué de pouvoir financer notre sport et nos études, alors que eux, on a l'impression que tout leur est aménagé. Mais sinon, je ne me verrais pas partir aux États-Unis pour le sport et mes études. Je préfère rester chez moi avec mes amis, ma famille. Et voilà, pour rien, je m'en irai là-bas. C'est un mirage ce système universitaire américain à appliquer directement en France, c'est pas les mêmes cultures. Oui, c'est un modèle, hein, voilà. On n'est pas du tout dans ce modèle, on en a parlé, le prix des études, l'organisation. Bouleverser notre système universitaire pour l'appliquer, ça me semble totalement illusoire. Mais il y a un juste milieu. Quand je vois aujourd'hui les facs à Paris qui n'ont pas un équipement sportif à leur disposition, je me dis que voilà, on doit pouvoir un peu avancer d'un côté pour trouver un bel équilibre. D'ailleurs, quand on regarde les États-Unis, bon, certes, ils ont leurs universités, mais nous, on a l'INSEP. Voilà, ils n'ont pas un centre aussi performant que celui-là dans tous les domaines qui associe à la fois de multiples formations et des qualités d'entraînement bonnes. Je ne sais pas si toi, tu as accès en tant que karatéka. Je suis au Krebs. Tu es au Krebs, voilà. Depuis 2011. Si ce n'est pas l'INSEP, ce sont les Krebs. Voilà, on a des dispositifs qui viennent finalement un peu pallier ce manque d'intérêt des facultés pour le sport de haut niveau. Donc on est bien chez nous, on a des bons entraîneurs aussi, on oublie de le dire quand même. Hein. On a des entraîneurs qui sont super bien formés. D'ailleurs souvent, c'est le cas d'escrime, qui vont aller voir un peu ailleurs si l'herbe est plus verte, hein, parce qu'ils sont mieux payés. Mais ça nécessite, je crois quand même, un coup d'accélérateur. Et j'espère, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en introduction, j'espère que l'approche des Jeux va un peu faire que les choses vont bouger, sinon ça sera vraiment une occasion ratée. Ce sera ma dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'a mis en place notamment l'Agence nationale du sport qui a dévoilé au mois d'octobre dernier un plan de transformation de la haute performance pour obtenir plus de médailles, notamment aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ambition bleue, voilà le nom de ce dispositif. Le but, c'est de s'inspirer du modèle britannique de Londres 2012 et mettre le curseur sur un certain élitisme où chaque euro investi doit être justifiable d'un point de vue de la performance sportive. Vous êtes peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nouveau dispositif. Est-ce qu'à travers les mots qu'on a dit, notamment cette notion d'élitisme, est-ce que pour vous on est raccord avec les valeurs du sport français, pardon pour le téléphone, les valeurs du sport français, les valeurs d'éducation surtout de nos jeunes sportifs? C'est pas la même cible. La pratique sportive, le développement du sport, c'est une chose. Le très très haut niveau, dans la perspective de faire des médailles aux Jeux, c'est une autre chose. Au championnat du monde, c'est une autre démarche. C'est celle qu'avait fait UK Sport, auquel l'agence fait référence. Moi, j'ai lu le document très fourni de l'agence. Il y a pas mal c'est un document épais à lire. Bon, si on le compare à UK Sport avait été mis en place 7 ans avant les Jeux de Londres. Là, on en est à 3 ans et ça a du mal à démarrer. Donc, il va falloir qu'ils mettent la deuxième, la seconde, voire même la troisième pour rattraper le temps perdu. Ils ont, semble-t-il, les moyens financiers pour ça. Ça ressemble plus à une opération commando maintenant qu'autre chose, hein, mais c'est nécessaire si on veut préparer dans les meilleures des situations les jeunes qui vont défendre nos chances aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, il restera quoi de ça? On verra, on jugera déjà un peu ce qui va se passer à Tokyo, même si les Jeux vont être organisés dans la difficulté.
Mais ce sont deux choses différentes, complémentaires mais différentes. On ne peut pas parler de développement du sport quand on s'adresse à l'élite de l'élite de l'élite. Alexandra, vous ne serez pas aux Jeux 2024, tout simplement parce qu'il n'y a pas de karaté même aux Jeux 2024. Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous rêveriez pour ces JO parisiens, ces JO de Paris? Bah forcément, un maximum de médailles pour faire rayonner la France. Je pense que dans les temps qu'on connaît, tout le monde en aura besoin et ça permettra un petit peu de relever, même ne serait-ce que voilà, l'ambiance un peu morose, enlever tout ça et puis repartir sur des bons pieds. Donc je te souhaite de ramener une médaille d'or à ces Jeux. Hein. Ouais, c'est votre rêve, hein, Paul-Antoine, on imagine la seule limite de votre horizon actuellement. Là. On ne regarde pas après 2024 quand on se projette dans le futur et qu'on rêve un petit peu. Ah, bien sûr, mais déjà être présent au JO 2024, ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire. Après, bien sûr, si j'arrive à me qualifier, j'irai pas juste pour y participer. J'irai pour remporter la médaille et la médaille d'or. Je crois qu'on a un petit moment sympa. Alors attendez, je vais essayer de le faire comme ça. Jean-François Lamour, pour vous savez, respecter les règles d'hygiène. Vous avez un témoin à passer, bien sûr, et on espère que cette passation de témoin symbolique prendra bien sûr encore plus d'effet dans quelques années. Justement, quand Paul-Antoine, on l'espère, aura l'occasion, et on touche du bois. Alors, il y a peu de bois ici, mais on le touche très fort. Quand Paul-Antoine aura l'occasion notamment de représenter la France et le drapeau tricolore dans les Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, hein, parce que le palmarès de Jean-François Lamour est très épais. Tiens, Paul-Antoine, et je pense qu'il est en très bonne main. Merci. Bon vent à toi. Voilà pour ce petit souvenir, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés et surtout de nous avoir parlé de cette vie, bien sûr, entre le sport de haut niveau et des études aussi également de très très haut niveau. Et on a aussi également une pensée à tous les étudiants et peut-être à ceux qui cumulent études et sport de haut niveau qui nous regardent aujourd'hui. On sait que ce sont aussi les victimes, malheureusement, de cette crise sociale et économique liée à la pandémie et à cette crise sanitaire, bien sûr, de la Covid-19. Jean-François Lamour, vous pouvez rester avec nous, ça ne vous dérange pas? Non, mais je suis un peu fatigué. Je vous ai pris au dépourvu, excusez-moi. Mon âge, je suis un peu fatigué, je ne sais pas, il faut que j'aille me reposer un peu. Merci beaucoup Jean-François Lamour d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, et je l'avais oublié de le préciser, que vous êtes actuellement le conseiller du président Jackie Lorenzetti du côté du Racing 92. Entre autres. Voilà, du groupe Ovalto qui fait plein, dont Paris La Défense Arena qui malheureusement à cause de la pandémie est à l'arrêt. On accueille des grands spectacles et le Racing 92, mais là pour l'instant les portes sont fermées puisqu'on ne peut pas accueillir de public. Ça, je ne vous le cache pas que c'est lourd à porter. Bon, enfin, on n'est pas les seuls, mais une grande salle qui peut accueillir 40 000 personnes qui aujourd'hui est à l'arrêt. Voilà. Mais pour les Jeux, on accueillera les compétitions de natation et de water-polo. Ça va être extraordinaire. On va construire 2 piscines dans l'aréna, une pour la compétition, une pour l'échauffement, qui seront ensuite démontées et remontées en Seine-Saint-Denis. Ça, c'est un bel héritage. Voilà. Et on utilise un équipement qui existe, donc on fait des économies. Enfin, ça va être un super challenge à relever, on en est très heureux. Et on a hâte d'y être, et de vivre certains moments d'allégresse, bien sûr, tous ensemble, autour de ces Jeux Olympiques 2024. Merci beaucoup Jean-François Lamour d'avoir été avec nous. Petit sujet, tiens, à vous proposer là tout de suite. Vous le savez, dans le cadre, bien sûr, de cette semaine olympique et paralympique, il y a des visites, des sites olympiques de 2024 qui sont organisés notamment tous les matins. Hier, on vous parlait forcément de cette visite du côté de Saint-Denis, où sera installé d'ailleurs le village olympique. Aujourd'hui, le cap et la direction ont été fixés du côté de Saint-Quentin en Yvelines, où on retrouve un vélodrome absolument magnifique qui accueillera lui aussi bien sûr les épreuves de cyclisme sur piste. Petit sujet, tiens, à regarder, à retrouver, c'est passé ce matin. Alors ici, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, c'est vraiment un très très beau vélodrome, puisque c'est un vélodrome qui est très grand, très beau, la piste est très large. Et aujourd'hui, on est super fiers et super contents de l'avoir et ça permet d'optimiser la performance tout simplement. Donc on est vraiment bien ici. Cette semaine olympique, elle est super importante pour faire découvrir le sport en général, surtout aux jeunes. On dit que c'est la base pour aller chercher des champions français. Il faut aller chercher dans le vivier. Le vivier, c'est les collégiens, les lycéens. Et il faut leur donner goût au sport, leur donner le goût de pouvoir évoluer dans un club. Donc c'est très important d'avoir des rassemblements comme aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anaëlle Delan, je suis au lycée Luberio qui se trouve à Trappes. Ce matin, on a fait des slaloms avec le BMX. Au début, j'avais peur, mais après, avec le temps, on s'est habitué. Et c'était super.
Le message que je pourrais faire passer, tout simplement venir essayer de faire du sport dans n'importe quel club, n'importe quel sport, juste pour s'épanouir personnellement et humainement. Et le sport, voilà, c'est un très beau véhicule, il véhicule beaucoup de valeurs vraiment importantes, l'humilité, le partage, surtout le dépassement de soi, aussi bien physique que mental. Et donc c'est une très belle école de la vie. De retour bien sûr au siège du CNOSF. Alors juste si on peut me retirer l'écho les amis parce que ça va être un petit peu plus compliqué au niveau de la télé. De retour, je vous le disais, donc au siège du CNOSF pour la deuxième grande partie bien sûr de cette émission en direct, comme vous le savez dans le cadre de cette semaine olympique et paralympique, avec deux nouveaux invités. J'ai Evelyne Siriégi, excusez-moi, présidente bien sûr du CROSIF, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Vous êtes également membre du CA du CNOSF. Bonjour Evelyne, merci d'être avec nous. Merci. Et puis également à mes côtés, Arnaud Courtier, bien sûr conseiller spécial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et directeur des sports aussi également à 50 ans d'Yvelines. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, on va évoquer une thématique qui nous tenait à cœur, qui nous tient à cœur. On a commencé à l'évoquer avec nos invités, notamment hier. Cette relation entre l'école et le sport, et plus particulièrement, on va s'intéresser à la relation entre les écoles et les clubs, les associations sportives notamment, qui accueillent nos jeunes bambins. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la relation entre ces deux entités, et c'est à vous Evelyne que je vais poser la question, parce que je crois que vous avez été présidente du CROSIF et en même temps professeur d'éducation physique et sportive, comment vous caractérisez ces relations entre le scolaire et le tissu associatif sportif ? Écoutez, ça a toujours existé, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en prend plus conscience. Et c'est vrai qu'après mes 42 ans de professeur de PS, j'ai toujours œuvré à ce que cette passerelle puisse évidemment se faire au mieux entre l'école et le club. Mais je pense que la prise de conscience est faite et qu'à partir de ce confinement, on a aussi pris conscience que le sport était un élément essentiel, que l'activité physique à l'école, qui était prônée évidemment par les professeurs de PS, pouvait être prolongée dans les clubs, et je crois que nous sommes sur la route de cette belle passerelle. Évidemment, c'est accentué par le ministère qui prône maintenant et l'éducation nationale, et la jeunesse, et le sport. Même si on a une ministre déléguée, on a quand même cette relation qui est chapeautée par un seul ministre. Et je crois que ça va nous permettre, pour au moins la jeunesse, d'avoir cette belle relation et leur permettre d'avoir une vie d'adulte qui sera marquée par le sport, par l'activité physique, qu'ils doivent faire quotidiennement. Et on vient de signer justement les 30 minutes quotidiennes pour les établissements scolaires. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que le sport, c'est la santé, c'est le bien-être physique, c'est le bien-être moral. Et cette passerelle doit être faite de l'école jusqu'à leur vie d'adulte. Et il faut effectivement qu'on puisse inculquer au maximum cette possibilité de faire du sport pour préserver et avoir une vie d'adulte la plus autonome et la plus longtemps possible. C'est quoi le constat dans une ville très portée sur le sport du côté de Saint-Quentin en Yvelines, justement, dans ces relations entre les associations sportives qui accueillent le jeune public et l'école, bien sûr, qui est aussi vecteur d'éducation pour ce jeune public. Est-ce que vous pensez qu'en termes de relations, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux aujourd'hui ? On peut toujours faire mieux, mais on fait déjà pas mal de choses. Saint-Quentin en Yvelines, donc c'est une agglomération, c'est 12 villes. Donc 12 villes, donc beaucoup d'écoles, effectivement. Et c'est notre rôle au sein de l'agglomération, effectivement, d'accompagner, d'aider, de créer des passerelles quand elles n'existent pas, de renforcer les liens quand ils existent, parce que l'association, le club, c'est le prolongement de l'école. Et c'est très important, vous l'avez dit, madame, très très justement, je ne peux pas dire mieux que ce que vous avez dit. Le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé. Et le sport, c'est aussi un excellent moyen d'abord d'inculquer des bonnes valeurs aux jeunes. Le sport, c'est aussi la mixité sociale, et ça, c'est capital. Et puis, je dirais qu'en short et en basket, on est à peu près tous égaux. Et donc, c'est un moyen pour ces enfants de faire ensemble, de se rendre compte qu'on a besoin de s'aérer, de bouger, mais qu'on partage des moments qui sont aussi des moments d'émotion dans le sport, et que c'est en équipe qu'on avance. Voilà. Et donc, notre rôle, nous, c'est d'accompagner au mieux
les associations et de travailler avec l'éducation nationale pour que ces passerelles existent, pour les renforcer, pour les développer, tout simplement pour donner des moyens aux enfants de pouvoir faire du sport. Vous évoquiez tout à l'heure la convention, Evelyne, qui a été signée hier notamment par le ministre de l'Éducation nationale, accompagné aussi également de Roxana Maracineanu, autour de 15 fédérations. L'idée proposée, 30 minutes de sport, quasiment obligatoire désormais à l'école. Est-ce que justement on en fait assez? Est-ce qu'on en a fait assez vis-à-vis du sport et l'école? Je vais préciser même ma question. Est-ce que le sport joue un rôle central dans l'éducation de nos jeunes aujourd'hui en France? Alors, écoutez, on n'en fait jamais assez, mais c'est un bon début. Je crois qu'effectivement, moi j'ai ressenti au cours de ma carrière que le sport n'était pas assez considéré, notamment dans les conseils de professeurs. Vous voyez, on avait toujours l'impression que les matières principales, c'était les matières d'anglais, français, maths et jamais le sport. Or, je suis persuadée que c'est un équilibre et quand on forge une personnalité d'enfant, il faut effectivement s'intéresser à tout ce qu'il sait faire et à tout ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'en s'appuyant sur les potentialités, c'est-à-dire les points positifs d'un enfant, on doit pouvoir développer d'autres potentialités. Et je pense que pour certains enfants, les valoriser dans le sport permettrait de leur faire apprendre mieux au niveau des autres matières. Et je crois que c'est un tout. Un enfant se développe de façon harmonieuse, il a plusieurs facettes. Et je pense que le sport doit être considéré comme un axe central au même titre que les autres matières. Je crois que c'est vraiment ça. Et je souhaite évidemment qu'on puisse redorer l'activité sportive comme l'activité musicale d'ailleurs, parce que je pense que ce sont des facettes qui sont importantes pour qu'on puisse prendre en compte les potentialités d'un enfant et qu'on puisse l'orienter vers là où il aura justement la possibilité de s'épanouir. Et c'est ça qu'on doit faire à l'école, c'est-à-dire chercher un développement maximal de chaque enfant. Ça doit être une personnalisation et non pas une transmission de savoir et de connaissances. Arnaud Courtier, on sait que dans votre rôle justement de conseiller spécial, dans ce grand objectif, ce grand but, on le disait tout à l'heure qu'on attend tous, de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on sait que vous allez être notamment en charge de la question de l'héritage. Est-ce que justement ces Jeux Olympiques ne peuvent pas amener comme héritage auprès de nos jeunes dans leur parcours éducatif? Totalement, et c'est une des vraies ambitions que nous portons à 50 ans en Yvelines dans l'héritage, au-delà des infrastructures que nous avons et que nous allons finir d'avoir pour les Jeux Olympiques avec le VTT. Notre ambition finalement simple, c'est grâce aux Jeux de mettre un peu plus de sport dans le quotidien des Saint-Quentinois. Un peu plus de sport, ça ne veut pas dire qu'on veut qu'ils deviennent tous des champions, ça veut dire simplement qu'ils se bougent, parce que c'est bon pour la santé physique et morale, et particulièrement dans la crise sanitaire qu'on traverse, avec le confinement et tout ce qu'on voit. Sortir prendre l'air, pour celui qui fait rien, ne serait-ce que marcher 1 kilomètre, c'est déjà du mouvement, c'est déjà du sport et c'est très très important. Et puis c'est une autre manière de partager des moments, que ce soit avec des amis, que ce soit en famille ou avec des gens qu'on rencontre parce qu'on va dans un club, une association ou qu'on va courir et qu'on rencontre quelqu'un tout simplement. Donc le sport c'est quelque chose de nécessaire à l'équilibre, c'est essentiel. Donc oui, la notion d'héritage est capitale pour nous dans la notion de faire plus de sport, être en mouvement, bouger pour se sentir bien. On l'a dit, le grand thème de cette année, de cette SOP 2021, c'est sport et santé. Justement, il y a un rapport que je regardais il y a très peu de jours, qui date de 2018, qui avait été remis au ministère de l'Éducation nationale, des sports et de la jeunesse, qui expliquait qu'un Français sur 2 ne pratiquait pas de sport et que les motivations de ceux qui en pratiquaient étaient soit l'enveloppe extérieure, on va dire le côté beauté bien sûr extérieur, ou 2, la performance. Est-ce que pour pousser justement les Français qui aujourd'hui ne font pas de sport ou les inciter en tout cas à pratiquer une activité sportive, est-ce qu'il va falloir du coup changer la communication autour des motivations ? Écoutez, je pense qu'effectivement, nos clubs ont été peut-être trop longtemps pris en compte pour la compétition. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, chaque président de club se pose vraiment la question de dire redonnons une autre image du club, c'est-à-dire accueillir tout citoyen, toute personne qui veut faire une activité physique en premier lieu. Et puis, si une potentialité est bonne, si la personne a envie d'aller plus loin, elle pourra faire de la compétition. Mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, le club, c'est une ouverture sociale, c'est une ouverture de rencontre, c'est une ouverture de bien-être personnel. Et je crois que c'est ça le socle du club. Encore une fois, c'est la base même de la pyramide sportive. C'est là où, évidemment, le champion va naître, puisque c'est la passion qui va être donnée par les entraîneurs, par les dirigeants, qui va déterminer la potentialité. Mais encore une fois, partons du principe que l'activité physique est la base du club, avec toutes ses facettes. Et
Après, il y a une partie effectivement des licenciés qui partira en compétition parce qu'il y a un dépassement de soi, parce qu'il y a une volonté d'aller plus loin et de pouvoir savoir jusqu'où on peut aller. Les objectifs doivent être personnalisés, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous champions, on n'est pas tous champions olympiques, mais par contre, on a tous des objectifs et on doit pouvoir arriver à se dépasser. À partir du moment où on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, on peut aller au bout de son rêve. Je crois que le club, c'est ça, et c'est là-dessus qu'on s'oriente maintenant. Arnaud Courtier, vous rejoignez les propos d'Evelyne. Quels seraient pour vous les nouveaux leviers, justement, notamment du côté de 50 ans en Yvelines, pour inciter à de nouvelles pratiques et peut-être à faire venir de nouveaux pratiquants surtout? Ouais, je rejoins ce qui a été dit. Je voudrais rajouter qu'au-delà de l'étude que vous mentionniez, d'abord, on n'a pas besoin d'être un champion ou de vouloir l'être pour profiter des bienfaits du sport. Ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens en ont pris conscience, encore plus, une fois encore, dans cette période de crise sanitaire, parce que ce qu'on voit se développer, et qui pose d'une certaine manière un problème au modèle fédéral, c'est des gens qui vont faire du vélo, qui vont faire du running, etc., qui pour autant n'adhèrent pas dans un club ou une fédération, ne prennent pas une licence simplement parce qu'ils le font pour leur bien-être, parce que ça leur fait du bien. Et finalement, pour peu qu'on s'y mette, on se rend vite compte que c'est pas mal et on y retourne. Donc on le voit dans la vente de matériel sportif, finalement, ça augmente. Donc il y a une croissance positive et les gens sont en train de redécouvrir finalement le plaisir du grand air, le plaisir du sport. Alors ça peut être aussi en salle de sport bien sûr, mais juste de se faire du bien, de le faire pour soi, pas dans un objectif de performance ou alors de performance personnelle. Si je n'ai jamais rien fait, me dire que tiens, cette semaine je vais aller marcher 2 km et puis la semaine prochaine j'essaierai 3, c'est déjà ma première performance. Et dans une société aujourd'hui où les gens sont de plus en plus peut-être dans leur canapé, dans leur écran multiples et variés, mais bouger un petit peu, c'est essentiel. Et c'est cette problématique de sport santé qui est en lien aussi avec la nutrition, avec l'alimentation. Ça, c'est très important. Quand on commence à se prendre en main et à faire un peu de sport, on se rend vite compte qu'il est important d'avoir une alimentation équilibrée, saine. Donc c'est effectivement doublement important dans la vision santé du sport en France aujourd'hui. Vous serez donc d'accord que sport et santé, ce n'est pas uniquement bien sûr de la communication, ça peut même amener vers peut-être de nouvelles pratiques? Absolument, oui, c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir d'autres activités qui vont permettre justement, encore une fois, de répondre au plus grand nombre. Je crois que le sport, effectivement, c'est quelque chose qui doit être construit au fur et à mesure. Alors évidemment, on va avoir un héritage à construire avec les jeux qui vont arriver à la maison, les jeux qu'on a tellement attendus, 100 ans après les jeux que nous avons obtenus. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on est bien ancré, bien marqué. Et puis toute notre jeunesse va suivre, parce que vous savez, on a une nation de sportifs à l'heure d'aujourd'hui, mais si on pouvait devenir nation sportive, ce serait tellement mieux d'avoir justement tous ces jeunes qui s'enthousiasment pour le sport et qui, par le sport, ça arrive à se révéler. Et encore une fois, ça fera des adultes qui seront en pleine possession de leurs moyens et surtout qui seront très heureux de vivre. Justement, des jeunes, tiens, enthousiastes, ils sont là juste derrière nous. Ils sont venus nombreux, ça fait plaisir de voir un petit peu de monde. Je vais appeler Jean-Pierre Mougin, tiens, le vice-président du CNOSF. Venez, rapprochez-vous. Jean-Pierre, expliquez-nous. On n'était pas prêt à voir autant de monde aujourd'hui au CNOSF. Ils portent tous le masque, je tiens à le préciser. Ils se sont lavé les mains avant de rentrer, bien sûr, ici au siège du CNOSF. Pourquoi ils sont là, ces jeunes? Jean-Pierre, dites-nous tout. Déjà, pour découvrir la statue de Pierre de Coubertin, s'il y a les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est parce qu'ils ont lieu ici il y a 100 ans et que c'est grâce à Pierre de Coubertin, finalement, qu'on a ces Jeux. Et grâce au Comité olympique et sportif français, que je représente en tant que vice-président, c'est nous qui avons porté la candidature devant le CIO avec la mairie de Paris. Et donc, nous avons obtenu ces Jeux, comme vous le savez. La décision a été prise à Lima en 2017. Nous sommes très heureux d'accueillir ces jeunes qui font partie du lycée Paul Valéry, dans le 12e arrondissement, qui dispose de 2 sections. Une section natation, puis également une section de préparation finalement aux sportifs de demain. Et donc nous sommes très heureux de leur faire découvrir le comité olympique, de leur expliquer qui nous sommes, puis surtout les remercier, les féliciter parce qu'ils ont marché aujourd'hui 2 heures de marche. Mais demain il faudra qu'ils courent, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que les jeunes ont besoin de courir. Il y a des problèmes physiques, problèmes d'obésité chez les jeunes, etc. Et donc on souhaiterait, par rapport à la convention qui a été signée hier avec 3 ministres, on souhaiterait qu'ils puissent faire 30 minutes de sport par jour. C'est ça le nouveau défi. Et c'est cette semaine olympique et paralympique qui va donner le ton et le top de cette nouvelle ambition pour nos jeunes, pour que la France devienne une véritable nation sportive. Et alors là, la suite du programme, qu'est-ce qui les attend? Ils vont faire une petite visite, c'est ça, dans les... Voilà, je vais leur expliquer
expliquer un petit peu qui nous sommes, le CNOSF, quelles sont nos missions, et puis leur souhaiter bonne chance dans leur carrière scolaire, mais également dans leur carrière sportive, on l'espère en tout cas. Et qui sait, peut-être que l'un des jeunes, bien sûr, ou l'une des jeunes, bien sûr, derrière nous, sera peut-être aux Jeux Olympiques de 2024. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, bien évidemment. Le lycée Paul Valéry, qui était juste derrière nous. Forcément, on leur souhaite une très très bonne visite. Excellent lycée, bien sûr. Au demeurant, mon petit frère l'a fait, donc forcément, c'est un excellent lycée. Merci beaucoup à vous toutes et tous, bien sûr, d'avoir été avec nous et d'avoir évoqué justement et parlé de cet héritage que l'on souhaite, bien sûr, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Restez quand même avec nous parce que je voulais vous évoquer surtout avec vous, chez vous, eh bien l'info Sport Mag, bien sûr, de cette journée. Comme chaque jour, on feuillette le tout nouveau numéro de Sport Mag qui est bien sûr dans les meilleures librairies, dans les meilleures maisons de presse eh bien, de ce pays. Comme chaque lundi, comme chaque début de mois, un tout nouveau numéro, bien sûr, est sorti. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article très intéressant, en tout cas qui concerne, il me semble, j'ai un doute, mais bref, je vais vous parler puisqu'on parlait de Paris 2024, un jeune cycliste justement qui pourrait voilà, nourrir de grandes ambitions pour Paris 2024. J'ai perdu le sommaire, ne m'en voulez pas bien évidemment chez vous, mais en tout cas c'est un très très bel article à retrouver dans le Sport Mag de ce mois-ci. Également, si vous voulez en savoir un petit peu plus, tiens, je vais passer comme ça, ce sera plus simple. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les dispositifs de sport et santé qui sont les thèmes principaux de cette semaine olympique et paralympique, je vous invite à retrouver le numéro du mois de janvier de Sport Mag avec une très très bonne interview de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, engagée et déterminée pour remettre justement le sport en avant dans nos écoles. C'est bien sûr à retrouver dans le numéro du mois de janvier. N'hésitez pas à aller sur le site de Sport Mag pour retrouver le mois de janvier et désormais le mois de février. Je vais y arriver. Voilà, c'était un petit peu bâclé, excusez-moi. Ça sera mieux demain pour l'info Sport Mag. Merci à tous les deux, je le répète, d'avoir été bien sûr avec nous. Bon courage pour tous les défis qui nous attendent, qui vous attendent pour en vue de Paris 2024. Et je vous souhaite une excellente semaine olympique et paralympique aussi également. Merci beaucoup.